Yeah, copy that, Andre. Let's leave it on for these high speed on that. Bienvenue de retour sur le plateau de 24 heures Inside en direct depuis Le Mans pendant ces 24 heures, les 83e 24 heures du Mans. Vous savez, pour suivre la course en direct, eh bien, vous pouvez télécharger l'application des 24 heures du Mans, l'app comme on dit, qui vous propose tous les classements, toutes les images, toutes les caméras embarquées, le live timing. C'est vraiment de cette manière que vous pourrez vivre la course en permanence. Ça peut être en deuxième écran comme on dit. Il y a la télé, mais il y a aussi votre smartphone ou la tablette qui se prête particulièrement bien à ce genre d'outils, comme on dit aujourd'hui. Au sommaire de notre émission de ce soir, eh bien, tout d'abord, évidemment, les temps forts du début de la course, les 3 premières heures, sur un rythme infernal. Le match Porsche-Audi tient ses promesses. Et puis retour aussi sur la très belle exposition qui retrace le duel Ford-Ferrari des années 60 avec notre invité. Et enfin une visite du module sportif de l'ACO, le bâtiment ici qui surplombe les stands du circuit de la Sarthe. Nous avons un invité ce soir, c'est Fabrice Bourrigaud. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Pierre. Fabrice qui est un peu le gardien du temple ici au Mans, puisqu'il est en charge de l'Esprit Le Mans. Et on va parler avec lui notamment du patrimoine et de cette formidable exposition Ford Ferrari qu'on vous recommande chaudement de visiter si vous êtes parmi nous sur le circuit. Mais tout d'abord, on va directement dans la course, évidemment, en revoyant les temps forts de ces premières heures des 24 heures du Mans 2015. Un moment toujours très émouvant, évidemment, le départ donné par Bill Ford, le patron du constructeur américain, le petit-fils du créateur de la marque, 50 ans après son père, Henry Ford II. Il a abaissé le drapeau tricolore sur le peloton avec les Porsche qui emmènent les Audi en début de course. Et tout de suite eh bien, la bagarre qui fait rage entre les deux constructeurs allemands dans la ligne droite des Hunaudières, dans les chicanes. On ne se fait pas de cadeau d'entrée de jeu. Les Porsche qui ont un petit peu l'avantage dans le premier relais. La voiture de Brandon Hartley, la numéro 17, qui a pris l'avantage. Et puis surtout, quelques belles passes d'armes et la remontée d'André Lotterer sur l'Audi numéro 7. Alors que dans la catégorie LMP2, là aussi, c'est très serré avec l'Alpine ici qui escalade les bordures. En GT, les Aston Martin ouvrent le bal, mais les Ferrari sont là, les Corvettes aussi. Et on se tire la bourre là aussi dès les premiers tours de course avec des écarts très faibles entre les différents concurrents engagés. Regardez la bataille entre les Audi, la remontée de la numéro 7 d'André Lotterer dans le trafic, les drapeaux bleus agités par les commissaires pour signaler aux concurrents attardés que les leaders les rattrapent. Premier ravitaillement aussi, après 40 minutes de course seulement. Mais pas de changement de pilote. On se contente de ravitailler le pilote et son bolide. Journée porte ouverte chez Nissan avec la GT-R LM qui a un petit souci avec la portière. Vous le constatez sur cette image, les portes papillons. Nissan qui est plutôt dans une espèce de séance d'essai grandeur nature cette année pour son retour en compétition dans la Sarthe avec cet étonnant bolide. Traction avant, moteur avant. Mais je vous rassure, on va refermer la porte, il va pouvoir repartir. Beaucoup d'animation dans les stands aussi. Pas seulement chez Nissan. Mais aussi parmi tous les concurrents. On sait que la stratégie joue un grand rôle. Et puis des incidents en piste aussi, ce qui va naturellement provoquer des neutralisations. Regardez ce tête à queue de la Porsche numéro 92. Il y a eu une petite incompréhension au freinage de la chicane. Et malheureusement, la Porsche prend feu à la sortie. Patrick Pilet au volant. La Porsche 911 d'usine. Celle de Pilet, Makowiecki et Hensler qui va être contrainte à l'abandon. Première voiture sur la liste des abandons de ces 24 heures du Mans 2015 en raison de ce spectaculaire incendie.
Le pilote, heureusement, a le temps d'enclencher les coupes-circuits et d'évacuer rapidement, mais il est impuissant face aux flammes. Les commissaires interviennent avec les extincteurs, mais c'est un peu tard. Autre incident, une rébellion qui est dans le bac à gravier. Là aussi, il semblerait qu'il y ait eu une perte d'huile dans le freinage de la chicane qui a provoqué cette touchette, cette collision et malheureusement finalement l'abandon de la Porsche numéro 92, une des favorites en catégorie Grand Tourisme. Voilà, la rébellion revient au stand et c'est dans le garage qu'on va procéder aux réparations d'usage. Vous voyez que le capot avant a été bien abîmé dans cette spectaculaire touchette. Mais elle repart, remise à neuf après quelques minutes seulement. L'équipe suisse Rébellion qui court en LMP1 à titre privé. Alors après neutralisation, évidemment, beaucoup de trafic, ça repart. Et on se bat à coups de dixièmes de seconde entre les Porsche et les Audi en tête de la course, en se faufilant dans le trafic des GT. Et à ce petit jeu, eh bien, Audi revient mettre un peu la pagaille. Regardez comment Lotterer passe deux Porsche en l'espace de deux virages. André Lotterer, le tenant du titre, hein, le dernier vainqueur sur l'Audi numéro 7 avec ses équipiers Benoît Tréluyer et Marcel Fassler qui prend la tête donc. Après 2 heures de course, bagarre entre Corvette et Aston Martin en GT. Vous le constatez sur ces images, on vire un peu large et l'autre voiture reprend l'avantage. La Ferrari n'est pas loin non plus. On est à 3 de front en Grand Tourisme. Et la bataille va faire rage jusqu'au bout de la nuit, n'en doutons pas. Alors d'autres incidents ont émaillé la 3e et même la 4e heure de course. Notamment une grosse sortie de piste de Loïc Dival sur l'Audi numéro 8 qui a provoqué une longue neutralisation pour réparer les rails de sécurité. L'Audi numéro 8 qui a été réparé plus rapidement que les rails. Mais il faut dire que le choc avait été très violent. Alors à propos d'Audi et des pilotes français, nous allons retrouver Benoît Tréluyer dans un des virages du circuit. Vous savez que le principe dans cette émission, c'est d'aller dans les coulisses des 24 heures du Mans, y compris sur la piste. Donc les pilotes, chacun à leur tour, eh bien, nous présentent un virage en particulier. Et pour Benoît Tréluyer, le tenant du titre, lui aussi, vainqueur des 24 heures du Mans l'an dernier, eh bien, il s'agit du virage du raccordement. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Benoît Tréluyer, je roule sur l'Audi R18 i30 Quattro numéro 7 du team Audi Sport Yost et c'est ma 11e participation. Alors là actuellement on se trouve au raccordement, c'est un virage très serré, technique où il faut beaucoup de rythme et c'est un virage aussi très intéressant puisque c'est le virage juste avant le départ et le dernier virage avant l'arrivée. Alors dans ce virage on a beaucoup de bons souvenirs, du moins quelques-uns. C'est le virage juste avant l'arrivée, comme je vous disais, et donc quand on le passe, on sait que voilà, après il n'y a plus qu'une petite accélération, on voit le drapeau à damier et tous les mécanos au bord du mur qui agitent les bras un peu plus loin. Donc c'est vraiment le dernier virage qui finit les 24 heures et où on peut se relâcher juste à la sortie. Donc c'est vraiment un virage sympa. Cette année, je pense qu'on va pouvoir assister à une superbe course. Venez nombreux le 13 et 14 juin prochain et suivez-nous sur Twitter avec le hashtag LM24. Venez nombreux, vous êtes venus nombreux, hein, ces 13 et 14 juin. Nous sommes en plein dans cette course des 24 heures du Mans. Beaucoup d'émotions dans la voix de Benoît Tréluyer, Fabrice, au moment de franchir l'arrivée, parce qu'effectivement, ce virage du raccordement, c'est aussi l'ultime virage de la course. C'est effectivement, c'est la délivrance après 24 heures d'effort. Quand on sait qu'on voit les courses des dernières éditions qui se jouent sur des tout petits détails, c'est un sprint, il ne faut pas l'oublier, qui dure 24 heures. C'est de l'endurance, mais ça se fait à pied au plancher. Donc on peut effectivement imaginer l'émotion de celui qui est amené à franchir la ligne d'arrivée, avec en plus la pression de devoir ramener la voiture au bon port, en pensant à ses deux coéquipiers.
Et Benoît est quelqu'un qui n'hésite pas à partager ses émotions. Et c'est toujours un régal que de le voir justement les exprimer. Ça fait tout le charme de l'endurance, c'est vrai, cette aventure humaine. Et c'est vrai que l'an dernier, c'est Benoît qui a eu l'honneur de franchir la ligne avec cette fameuse Audi numéro 7. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dîné avec lui et avec André Lotterer, son équipier. Et j'ai été très favorablement surpris par le fait que ces pilotes-là possèdent une vraie culture de la course. Ils ont un grand amour de l'histoire des 24 heures, Fabrice, et ça doit vous toucher, vous, en tant que responsable aussi du patrimoine de cette belle épreuve. C'est probablement un des grands atouts du Mans et de l'endurance et du championnat du monde d'endurance aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement des pilotes qui sont accessibles, qui sont toujours disponibles pour prendre la parole, pour échanger avec les médias, certes, vous, mais aussi avec le public. Et effectivement, ils sont fins connaisseurs de la matière, de la discipline, et on le voit à chaque moment. On le voyait par exemple sur les essais, mercredi ou jeudi, on parlait de record du tour accessible, et tout de suite on les voit se renseigner, se rappeler de savoir qui a fait tel chrono. Donc on parlait d'Anstuck en 85 avec la 956, ou même de Pedro Rodriguez avec la 917 longue queue. Donc ils sont très au fait, et je pense c'est une course qui a une telle histoire. C'est plus de 90 ans d'histoire, et c'est une référence absolue. Donc je pense que la fierté d'un pilote, elle se retrouve aussi par cette connaissance d'intégrer quelque part un palmarès où il y a beaucoup de grands noms. Totalement, et on le voyait aussi hier soir au dîner présidentiel, hein, la passerelle transgénérationnelle entre plusieurs générations de champions et de vainqueurs du Mans, avec un immense respect, une estime mutuelle. C'est formidable, oui, c'est formidable. Il y a une transmission, les pilotes du Mans continuent à accompagner, et aujourd'hui, des gens comme Jackie Hicks ou Henri Pescarolo sont là et adoubent, je dirais, les jeunes générations. Et il y a d'ailleurs cette tradition de veste que nous avons mise en place, de Hall of Fame des 24 heures, qui récompense pour leur carrière les grands pilotes, donc qui ont au moins remporté 4 victoires au Mans, 3 ou 4 victoires au Mans minimum. Donc c'est un cercle très prisé, au sommet duquel on trouve Tom Christensen, Jackie Hicks, Yannick Dalmas, Emmanuel Epiro, etc. Mais c'est quelque chose qui nous aide justement à entretenir cette légende. Et on le sait, aujourd'hui, il y a des vainqueurs actuels des 24 heures du Mans, voire des anciens, qui aimeraient l'avoir, cette veste. Alors précisément, Fabrice, la transition est toute trouvée, évidemment. Vous parlez de cet entretien du patrimoine et de cette dimension culturelle, finalement, de la course. Quelle formidable exposition vous êtes parvenu à monter ici, une exposition éphémère, certes, mais que les nombreux spectateurs du Mans vont se précipiter pour la voir. C'est consacré, naturellement, au fameux duel Ford-Ferrari, ces années 60, 64 à 67, pour être précis, qui, quelque part, font référence. C'est l'âge d'or des 24 heures du Mans, ce grand duel. En tout cas, pour le XXe siècle, qui est la plus longue partie de l'histoire des 24 heures du Mans, c'est le duel. On voit les voitures à l'image. C'est le duel qui a marqué. Et c'est un duel fantastique parce qu'il est sportif, tout d'abord, sur la piste, mais il y a plein d'autres dimensions. Il y a une dimension économique, il y a une dimension politique, il y a une dimension des hommes et pas seulement des pilotes, avec ces deux géants que sont Henry Ford et Enzo Ferrari et leur caractère bien trempé. Et puis quelle merveille mécanique. Et puis bien évidemment, de tout ça résulte peut-être parmi les plus belles voitures du monde. À cette époque-là, en plus, on a encore la chance de les voir courir aux couleurs de leur nationalité, donc le rouge pour les Italiens, et puis ces bandes blanches et bleues pour les voitures américaines. Mais il y avait vraiment tous les ingrédients dans son duel, dont on peut rappeler peut-être la genèse. Ford est une marque généraliste, une grande marque mondiale. Ferrari, finalement, est une marque assez récente. Elle est née en 1947 à cette époque. Et Enzo Ferrari et la marque connaissent des difficultés financières. Pour aller à l'essentiel, Ford se positionne, est intéressé pour acheter la marque, pour s'offrir une belle marque sportive. Les tractations ont lieu et puis finalement le tempérament latin d'Enzo Ferrari prend le dessus et finalement, basta, il refuse de vendre à Ford. Et Henry Ford dit, à ce moment-là, il faut absolument que je donne une leçon à cet impétueux Italien. Et donc cette leçon, c'est de venir le battre sur son terrain de jeu favori,
qu'est le sport automobile et en particulier les 24 heures du Mans. C'est le duel entre l'artisan de génie et le grand industriel américain. C'est un peu une caricature, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ça a donné une lutte vraiment de titans. Peut-être David contre Goliath, puisque Ford a fini par imposer effectivement sa force, mais on a ressorti aussi les plus belles voitures du monde. Quand on voit les P3, les P4 face au GT40, c'était sublime. Effectivement, on voit bien que la bataille fait rage entre les deux, et d'ailleurs on peut aussi rappeler que cette bataille finalement est finie sur un match nul, puisque 64-65 ce sont 2 victoires Ferrari, là où il y a vraiment confrontation officielle entre les deux marques. 66-67 Ford s'impose, mais il manque toujours la belle à jouer entre ces deux grands constructeurs. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est l'évolution des voitures. On le voit bien dans l'exposition, la première Ford GT40, lorsqu'on regarde sa carrosserie, son aérodynamique, eh bien on voit que ça n'a plus rien à voir assez immédiatement en 65 et en 66. On voit que pourtant sur un même modèle de voiture, on va dire, les évolutions qui sont faites probablement en tenant compte des leçons et des échecs successifs de 1964 et 1965. À une époque, on n'est pas encore dans les tunnels de soufflerie, mais où les designers peuvent laisser libre cours à leur créativité. Mais on voit bien que ce sont des voitures qui sont faites aussi pour Le Mans et on recherche quand même la finesse aérodynamique. Et en ce sens, vous parliez des Ferrari P3 et P4, et là on a véritablement 2 véritables chefs-d'œuvre avec vraiment des lignes pures, des courbes qui sont magnifiques, ce sont des voitures qui sont équilibrées, magiques. Bref, là aussi, c'est la magie et la cruauté du Mans. Voilà 2 voitures qui auraient mérité d'être au palmarès des 24 heures et qui malheureusement devront se contenter d'accessite ou d'une 2e place pour la P4 en 1967. Avec quand même un triplé aux 24 heures de Daytona sur le terrain ennemi. C'était juste avant, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Fabrice, une petite question technique. Comment fait-on pour réunir toutes ces merveilles? Ça doit être un cauchemar logistique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sources de provenance des voitures peuvent venir de musées, soit des collections des constructeurs automobiles, mais pour ce qui concerne ce duel Ferrari-Ford, ce sont les collectionneurs privés qui nous ont amené la quasi-totalité des véhicules présentés. Le sport automobile a cette chance aujourd'hui d'avoir de grands passionnés qui ont des moyens et qui, quelque part, comme on pourrait acheter une œuvre ou une toile de maître, eh bien, rachètent ces voitures qui ont construit la légende, mais en plus les font vivre et n'hésitent pas à les sortir ou à les prêter sur des expositions importantes. Alors, on a quand même, nous, cette petite chance de s'appeler Automobile Club de l'Ouest et les 24 heures du Mans. Donc, pour ces grands enfants qui ont acquis de beaux jouets, de pouvoir présenter leurs voitures, celles qui sont venues s'exprimer sur la terre de légende des 24 heures du Mans, eh bien, c'est assez facile, mais ils le font de bonne volonté. Et là, il n'est pas du tout question d'argent, il est simplement question d'amour de l'automobile et des 24 heures. Voilà, c'est beau. On les a vus aussi dans la course des légendes, évidemment, ce matin. Quelques très belles voitures, un plateau extraordinaire. C'est la marque de ces belles voitures de collection. Elles ne sont pas faites pour rester dans les musées, elles sont faites aussi pour rouler. Et depuis que nous avons entrepris, depuis 3 ans, d'avoir cette thématique d'exposition, nous tenons absolument à présenter, certes en statique, les voitures dans un joli décor, mais aussi à les faire rouler. Donc il y a une parade le samedi, et une grande majorité des voitures de cette exposition ont paradé. Mais cette année, on est passé un step au-dessus, puisqu'une des Ford, qui est une authentique Le Mans 1968, MK2, eh bien, a couru la course Le Mans Legend, nous a fait des frayeurs incroyables. On le voit. On le voit, parce qu'elle a signé la pole position aux essais. Son propriétaire est sorti en course, a abîmé fortement la voiture. Elle a été reconstruite dans la nuit de vendredi à samedi avec beaucoup de travail à faire dessus. Et elle a fini par gagner. Et elle a retrouvé sa place maintenant dans l'exposition. Ce qui est amusant avec sa bouteille de champagne, on va le dire, ses 2 trophées et un petit panneau. On avait écrit au départ « Cette voiture court Le Mans Légende » et les mécaniciens ont rayé et ont écrit « Cette voiture a gagné Le Mans Légende ». Formidable. C'est vrai que c'est un musée vivant, en quelque sorte, ce que vous nous proposez. C'est important, on le voit, ne serait-ce que lorsque on a sorti les voitures moteurs roulants de l'exposition, les attroupements, les fans, parce qu'effectivement, il y a la beauté des mécaniques, mais il y a tout ce qui va autour, et en particulier la sonorité des moteurs. Et là, il suffit de regarder le visage des gens qui voient passer ces voitures, et le son des moteurs est quelque chose qui
élargit les sourires assez facilement. C'est vrai. Fabrice, vous restez avec nous parce que voilà, on se régale de vos paroles aussi. Mais je vous propose d'abord un reportage, puisque le principe de 24 heures Inside, c'est évidemment d'aller dans les coulisses de l'épreuve. Et les coulisses, c'est aussi ce bâtiment qui n'est pas très loin de nous, le module sportif, comme on l'appelle à l'ACO. C'est en quelque sorte le quartier général de l'organisation. Et c'est Victoria Arava qui est allée déployer son mètre 91 sur les 5 étages du bâtiment. Un lieu emblématique de 24 heures du Mans, le module sportif. Près de la grande tribune, la tour de contrôle de la course. C'est un lieu très sécurisé, mais comme on est très fort, on va vous amener là-bas. Ici, on est au premier étage où se trouve la direction de la course. D'ici, le directeur surveille un grand mur d'écran. Par radio, il communique avec ses 1800 commissaires qui sont placés tout au long du circuit. Maintenant, nous sommes au deuxième étage où se trouve la salle de chronométrage. On va aller le voir pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe ici. On est de Alcamel System. On s'occupe du chronométrage ici aux 24 heures du Mans de chaque voiture, à chaque session. Et on gère également le réseau avec les équipes et la direction de course. On crée aussi les habillages TV qui donnent les informations chronologiques qui sont reliées aux gens qui travaillent, eux, sur le côté sportif de la course. Ça y est, on a vu la salle de chronométrage. Maintenant, on va aller voir la cabine de speaker. Ils ne sont pas là aujourd'hui car la course n'a pas encore commencé. C'est pas moi qui va faire la voix officielle de 24 heures du Mans. C'est pour ça, on reviendra plus tard. Maintenant, on est au troisième étage, la cantine de l'organisation, avec cette vue imprenable sur le circuit. C'est sur cette célèbre estrade que monte le vainqueur. Après le champagne, recevoir le trophée et le fameux monte les vainqueurs. Avec ses 9 victoires, le record, Tom Christensen, une très jolie collection. Voilà, la visite du module sportif se termine. Il nous reste 4e et 5e étage où se trouvent les salles de réunion et le bureau du président. Mais ça, même nous, on ne peut pas y aller. Voilà, 4e et 5e étage, c'est top secret, même pour Victoria. Hein, on a notre Victoria Secret, elle ne peut pas y aller. Exactement, exactement. Mais même nous, hein, en fait, on est très occupés. Mais c'est normal, le président a quelques réunions importantes à mener pendant les 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans, en général, c'est le moment où on veut voir notre président. C'est un peu dommage pour lui parce qu'il aimerait aussi profiter de la course. Alors on sait que l'Automobile Club de l'Ouest, c'est un grand nombre d'affiliés, c'est également énormément d'activités autour du pôle du circuit, notamment la fête de l'ACO qui aura lieu dans 3 semaines, si je ne me trompe pas, Fabrice. Oui, c'est la fête du club. Alors c'est déjà la fête pour nos adhérents pendant la course. Ils sont reçus comme des VIP. Hein. Au moment où nous parlons, il y a à peu près 7500 personnes qui sont accueillies dans les différents réceptifs du club, qui leur permettent de voir la course au plus près, dans des bonnes conditions, en fond, un peu comme les VIP de chez Audi ou de Porsche par exemple. Mais on va les retrouver, à croire qu'on n'en avait pas assez cette année, dans 3 semaines maintenant, pour un événement très familial qui est une sorte de grande porte ouverte des activités de l'ACO et de nos pistes. La fête de l'ACO, le week-end du 3, 4 et 5 juillet. Donc c'est familial, on ouvre les portes, on explique nos métiers, et puis comme on est là pour faire du sport, il se passera beaucoup de choses sur les pistes, avec un invité vedette, qui sera en quelque sorte le témoin de cette 2e édition de la fête de l'ACO, Michel Vaillant. Michel Vaillant, je serai là parce que j'ai une vaillante et je viendrai faire vroar avec vous sur le circuit du Mans. Eh bien écoutez, c'est parfait. Dans 3 semaines, les 3, 4 et 5 juillet, la fête de l'ACO. Tout de suite, on marque une pause rapidement, la pub, et on revient pour la seconde partie de cette émission. A tout de suite. Face à une météo imprévisible, comment rester hors de danger? Michelin crée aujourd'hui Cross Climate. Le premier pneu capable de faire face aux aléas climatiques grâce à ses performances révolutionnaires. Avec l'innovation Michelin Cross Climate, armez-vous face aux aléas climatiques. Michelin, une meilleure façon d'avancer. Pourquoi cette montre?
Cette montre a vu la mécanique accomplir des chefs-d'œuvre et le passé rattraper le présent. Elle a vu l'homme se dépasser et défier les lois de la physique. Elle a scellé des destins au millième de seconde près. Et elle a vu des champions couronnés. Bien plus qu'une montre, un témoin de son temps. Retour sur le plateau de 24 heures Inside avec un autre invité pour découvrir les coulisses de l'épreuve. Sylvain Tessier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable des écoles de pilotage ici au circuit du Mans, parce que le circuit tourne quasiment toute l'année en réalité. Ah, il tourne toute l'année, non-stop. On est ouvert de février jusqu'à décembre. On fait une pause au mois de janvier, mais uniquement le mois de janvier pour remettre en état les infrastructures du circuit, mais on tourne toute l'année non-stop. Alors parmi les écoles de pilotage, on sait qu'il y a le karting aussi, qui est finalement le début de la filière, et il y a un projet de volant assez haut, je crois, en kart. Alors il y a tout à fait un projet de volant assez haut qui est déjà lancé pour les 9-12 ans, qui permet de gagner à partir de l'année prochaine pour ces jeunes pilotes et ces jeunes talents en devenir un volant pour une saison complète l'année prochaine en karting. Voilà. Et puis, au-delà du karting, bien sûr, il y a les autres formules que vous proposez sous forme soit d'incentive, soit de formation plus professionnelle. Tout à fait. On a la chance d'avoir sur le circuit différentes écoles de pilotage, notamment une école de pilotage sur prototype Pescarolo Le Mans qui ont été spécialement étudiées par l'écurie Pescarolo il y a 5 ans maintenant pour développer le prototype à destination de tous, de tout à chacun sur le circuit. Donc piloter un prototype sur Le Mans, c'est quand même juste magique. On a donc 7 prototypes à disposition, une école de pilotage moto également avec 6 motos Honda qui nous sont généreusement prêtées par Honda et une école Porsche maintenant qui ouvre ses portes. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, mais en gros, on va retrouver toutes ces activités et tous ces véhicules lors de la fête de l'ACO précisément dans 3 semaines. On en parlait avec Fabrice Bourrigaud il y a un moment. Oui, tout à fait. L'ensemble des gens qui viendront à la fête de l'ACO pourront profiter et d'un spectacle sportif assez hallucinant avec plein de plateaux, mais pourront également profiter du fait de pouvoir faire des baptêmes sur le prototype Pescarolo, des baptêmes sur les Porsche de l'école de pilotage pendant la totalité du week-end, et on a vraiment énormément de possibilités avec des tarifs très attractifs spécialement pour la fête de l'ACO. Ok, 3, 4 et 5 juillet, le rendez-vous est pris pour revenir ici au Mans pour faire la fête. Alors, on me dit aussi que l'heure tourne, vous savez, on est un peu long et en télé. Regardez sur ma montre Rolex, il est à peu près l'heure. Rolex est notre partenaire, on va aller un petit peu voir ce qui se passe du côté de leur boutique dans le village. Au cours des 24 heures du Mans, à côté du circuit, se trouve le village qui propose de nombreux restaurants, des stands ainsi que des boutiques ouvertes au public. On est passé à la boutique Rolex, le chronométreur officiel de l'événement. On y retrouve une sélection de montres de la marque. Parmi les modèles exposés, la montre qui sera remise aux 3 pilotes gagnants de la course, lors de la remise des prix. La marque propose également de se faire graver sa Rolex sur place. Partenaire de prestige s'il en est, Rolex et les 24 heures du Mans, c'est une longue histoire, et puis voilà, 24 heures, l'heure c'est l'heure, et Rolex nous la donne tout au long de cette épreuve. Sylvain, un dernier mot, ces partenaires justement, ils font partie intégrante finalement de la vie de l'ACO et du circuit tout au long de l'année, parce qu'il y a beaucoup d'opérations spéciales qui se montent. Oui, tout à fait. On a la chance de recevoir toute l'année en dehors, même en dehors des épreuves sportives, de nombreuses entreprises qui viennent profiter de l'ensemble de nos infrastructures, que ce soit des différentes salles que l'on a sur le site, mais également de toutes les prestations que l'on peut leur proposer par le biais de l'école de pilotage et des écoles de pilotage où ils peuvent connaître le grand frisson.
sur la piste. Exactement, et sur tous les différents types de véhicules que l'on a à disposition, où ils peuvent soit choisir de faire une sorte de véhicule ou mixer l'ensemble des prestations que l'on peut leur offrir pour recevoir un maximum de participants. Voilà, bienvenue au Mans donc pour découvrir la course pour de bon, hein, concrètement. La course elle-même ici, elle continue, vous le voyez derrière moi. Pour suivre les 24 heures du Mans, il suffit de télécharger l'application des 24 heures du Mans, la fameuse app, hein, sur App Store, où vous allez sur le site et vous pouvez facilement la télécharger. Elle vous propose tous les classements, tout le live timing, les positions des voitures sur le circuit, les caméras embarquées. C'est le complément idéal à la télé et à la web télé, où nous, on vous balade plutôt, vous l'avez compris, dans les coulisses de l'épreuve, et on continuera encore dans la soirée et tout au long de la journée demain. Ainsi s'achève cette émission pour le moment, mais on se retrouve tout à l'heure. L'application 24 heures du Mans, une immersion exceptionnelle au cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Tout sur les équipes et les pilotes, les chronos, les classements et des dizaines de vidéos à la demande. Avec l'application et son option live, ne ratez rien, offrez-vous les images en direct et choisissez vos caméras embarquées. N'hésitez plus, soyez connectés. Téléchargez maintenant l'application 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans comme vous ne les avez jamais vus. 24 heures Inside est la chaîne de l'événement. Pénétrez le cœur de la plus grande course d'endurance au monde. Découvrez les coulisses et les histoires qui font la légende. Rencontrez les acteurs et les fans. 24 heures Inside parce que l'événement est aussi autour de la piste. Le journal des 24 heures sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs.